Bon bah oui, c'est encore moi. Je sais que je plais pas à tout le monde. Mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Alors déjà, j'aimerais commencer cette petite vidéo en m'excusant du fait que je vous avais dit dans ma vidéo précédente que cette vidéo sortirait 2 jours après celle que j'ai postée. Fini de se trouver des excuses en 2018. Mais mon Mac a planté. Du coup, je l'ai emmené en réparation et le gars m'a dit vous en avez pour 3 semaines. Mais j'ai été me chercher en occasion un petit Mac de remplacement. En fait, je me suis fait complètement fister. Le Mac est super lent et en plus le chargeur ne fonctionne pas. Donc oui, je me suis fait entuber. En informatique, mais j'y connais que dalle. Le pigeon parfait. Tu peux me vendre tout ce que tu veux, moi je te crois parce que je comprends rien à ce que tu me dis. Le sujet du jour. Alors le sujet de la vidéo aujourd'hui, là, t'as un petit aperçu pour te dire à quel point le sujet est sérieux. Si t'es en train de regarder cette vidéo et que t'es occupé, coupe la vidéo, tu reviendras dessus plus tard. Devant ton petit plat de riz d'Inde pendant que t'es en train de grind tes gains. J'ai voulu parler de ma propre expérience personnelle par rapport aux erreurs que j'ai moi-même commises lorsqu'il s'agit de se construire un programme d'entraînement et un plan alimentaire. Des erreurs que les débutants ont aussi tendance à commettre. Force est de constater que les erreurs, elles sont nombreuses. La première erreur est de tout simplement recopier un programme tel quel que l'on trouve sur internet, tout simplement parce qu'un athlète que l'on suit a posté son programme d'entraînement ou son plan alimentaire sur son site ou sur sa page Instagram. Si ça marche pour lui, ça marchera pour moi. Eh ben non! Chaque corps a ses propres caractéristiques. Il y a certaines caractéristiques qui sont visibles facilement. Tu pèses 60 kg pour 1m60, tu sais aisément comprendre que tu ne vas pas appliquer le programme d'un autre athlète qui mesure 2 mètres pour 120 kg. Clair, net. Mais il y a d'autres caractéristiques qui sont pas forcément visibles dans l'œil de celui qui débute. Il y a déjà le poids, la taille, mais il y a deuxièmement la morphologie. Par exemple, des nains dans mon style. Ceux qui se posent la question, je mesure 1m73. Comme tu peux le constater, j'ai des membres très courts. Du coup, avoir une amplitude complète sur certains mouvements est évidemment beaucoup plus facile pour moi que pour un mec qui mesure 2 mètres. Évident. De ce fait, j'ai pour ma part tendance à toujours exécuter mes séries de squats cul à terre, ass to grass. Vas-y. Allez! Comment? Ah, sa mère! Mais tu t'en doutes bien, je vais pas demander à un élève qui mesure 2m10 de faire son squat cul à terre comme moi et lui dire mais non, si tu ne fais pas de squat cul à terre, tu n'auras pas de grosses cuisses. Ça n'a aucun sens. Pareil pour le développé couché. J'ai toujours un mouvement complet, c'est-à-dire que je descends bien jusqu'au pec. Allez, vas-y. Allez. Mais comme tu peux le voir, j'ai des bras de nain, donc la trajectoire est évidemment plus facile à atteindre. Souvent, des personnes ont tendance à dire, par exemple aux débutants, ça a marché sur moi, donc tu devrais travailler de cette manière. Et ça n'a aucun sens. Troisième élément, le métabolisme. Qu'est-ce que le métabolisme, tonton Zango? C'est un ensemble de réactions chimiques qui vont s'opérer à l'intérieur d'un organisme vivant afin de lui permettre de vivre, de se reproduire ou de réagir aux différents stimuli de son environnement. Il y a principalement 2 réactions chimiques qui vont nous intéresser dans le cadre de la musculation et qui sont liées donc au métabolisme. D'une part, notre cher ami l'anabolisme et d'autre part, le catabolisme que nous détestons tous. L'anabolisme, c'est une réaction chimique qui va nécessiter un apport d'énergie afin de construire de nouveaux tissus. Je t'avais expliqué dans une de mes vidéos que quand tu es à l'entraînement, qu'est-ce que tu fais? Tu casses de la fibre. Mais ces fibres qui sont déchirées pendant l'entraînement ont besoin de se reconstruire plus fortes et plus grosses afin que tu sois plus fort et plus gros. Mais afin que ce mécanisme puisse se produire, tu as besoin d'apporter de l'énergie à ton muscle. Des gains. Donc tu dois grailler. Les protéines qui vont être apportées aux muscles vont permettre à ces fibres qui ont été déchirées, détruites, de se reconstruire à nouveau plus forte et plus grosse qu'elle ne l'était avant. A l'inverse, le catabolisme qui va dégrader le tissu afin de produire de l'énergie. Pour t'expliquer ça grosso modo, concrètement pour un bodybuilder, le corps qui va se servir de ses muscles pour créer de l'énergie. Dégradation, donc perte de masse
musculaire. Ça c'est pour t'expliquer un peu de manière brève. Quand tu perds du fat, qu'est-ce qui se passe? La perte de graisse passe par un procédé que l'on appelle l'oxydation des graisses. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Le corps va se servir de ses réserves de graisse, à les puiser dedans pour créer de l'énergie. Le métabolisme, c'est un peu comme une machine. C'est une machine qui tourne à l'intérieur de ton corps et qui est nécessaire au bon fonctionnement de ton corps. Une machine peut être rapide ou être lente. Tu sais, t'as ce pote qui n'a aucune diète. Franchement, il fait jamais de cardio et pourtant, il a un six-pack mais découpé. Et à côté de toi, ça fait 3 mois que t'es en sèche, t'as plus de glucides, t'es au bout de ta vie, limite t'as la tête qui tourne. Le six-pack, il est toujours pas là et tu comprends pas pourquoi. Un des facteurs, parmi tant d'autres évidemment, qui pourrait expliquer cela est le métabolisme. Plus tu as un métabolisme qui fonctionne de manière efficace, un métabolisme rapide, plus tu auras de facilité à perdre du gras parce que ce processus d'oxydation des lipides, donc des graisses, sera rapide et efficace. De ce fait, je vais citer mon propre cas. C'est vrai que j'ai un métabolisme, on va pas dire ultra rapide, mais ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Ça vaut à la fois quand j'étais fruité que sans fruits. J'ai toujours eu une facilité à perdre du gras, ce qui fait que je reste quasiment sec à l'année depuis que j'ai commencé la musculation. Les jours de la semaine, je mange relativement clean. Mais quand je n'ai aucune compétition prévue, aucun shooting prévu, je vais pas te mentir, je peux me faire 2-3 cheat meals dans la semaine. Donc, à partir du moment où moi qui ai un métabolisme rapide, je peux me permettre de m'octroyer 2 voire 3 écarts par semaine, ça n'a aucun sens que je te dise à toi, bah écoute, franchement, tu peux faire 2-3 cheat meals par semaine et tu seras bien. Moi, j'ai des abdos à l'année et je me fais des fois 2 cheat meals par semaine. Non, ça n'a aucun sens parce que ton corps ne fonctionne pas comme le mien. Et le problème qu'il y a, c'est que généralement, des personnes qui sont avantagées génétiquement ont tendance à prendre leur cas pour des généralités. Or, chaque corps, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, fonctionne différemment en fonction de ses caractéristiques propres. De plus, 4e point, c'est évident qu'on a tous des points forts et des points faibles. C'est clair que quand tu débutes la musculation, tu ne peux pas savoir quels sont tes points faibles, quels sont tes points forts, parce que tout ton corps est un point faible, étant donné que tu débutes, comme on a tous débuté. Mais avec les mois d'entraînement, progressivement, tu vas voir, en tout cas si tu t'entraînes de manière intelligente, encore une fois, et que tu négliges aucun muscle, tu vas voir que certains muscles auront tendance à se développer beaucoup plus rapidement que certains qui seront un peu à la traîne. À partir de ce moment-là, tu as 2 choix. Soit tu continues ton programme, tu dis bon, j'ai les épaules un peu en point faible, mais c'est pas grave, je continue à faire les bras 2 fois par semaine et les épaules 1 fois par semaine parce que c'est mon programme. Soit tu es intelligent et tu comprends que tu dois mettre dans ton programme, tu dois mettre en avant le muscle récalcitrant. Dans mon cas par exemple, j'ai toujours eu les bras en énorme point fort. C'est-à-dire que tu vas pas me croire, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, je te parlais des fruits, je ne fais quasiment jamais les bras. Il y a un moment où je me suis regardé dans la glace et je me suis rendu compte que mes bras étaient complètement disproportionnés par rapport à mes épaules. Donc ça n'avait plus aucun sens de continuer de les travailler comme un bourrin avec du curl à 70 kg comme un gros taré et de faire les épaules qu'1 fois par semaine. De ce fait, j'ai compris que je devais privilégier l'entraînement des épaules et les entraîner 2 fois à 3 fois par semaine et travailler les bras que 1 fois toutes les 2 ou 3 semaines. Ça fait 4, hein. Du coup, 5e point, le rythme de vie. Je vais t'expliquer ça simplement. Tu as 2 personnes qui mesurent toutes 2 1,80 m. Elles pèsent toutes 2 80 kg. Elles ont une morphologie plutôt similaire. Point faible, point fort, pareil. Des métabolismes plutôt identiques. Sauf que t'en as un qui travaille chez lui tranquillement à la maison. Et t'as à côté un autre qui travaille sur le chantier de 7h à 22h et qui a une vie de famille, qui a une femme ou 2 femmes, j'en sais rien, et 3-4 enfants. Tu te doutes bien que malgré que ces 2 personnes ont des caractéristiques similaires, elles ne peuvent en aucun cas suivre le même programme d'entraînement. Là, on va aborder un sujet qui revient souvent dans la bouche des débutants. Le surentraînement. Concrètement, le surentraînement existe et n'existe pas. Tu vas vite comprendre. Le problème des gens, c'est qu'ils ont tendance à voir le surentraînement comme un principe qui s'appliquerait à tout le monde de la même
façon. De ce fait, j'ai souvent des messages: Nathan, est-ce que je peux m'entraîner 6 fois par semaine? Ne risque-je pas d'être en surentraînement? Si je connais la personne, je peux lui répondre, si c'est un élève par exemple, parce que je connais la personne, je connais son mode de vie. Mais quand un inconnu te demande ça, c'est une question qui n'a aucun sens. Parce que le surentraînement dépend de chaque personne au final. Même pas forcément de ton métabolisme ou de ton poids, de ta taille, mais principalement de ton rythme de vie. À côté, on a ce gars qui bosse comme un acharné, qui a une vie de famille ultra remplie, qui est limite qui rentre chez lui, qui est au bout de sa vie, qui ensuite va à l'entraînement. Et de l'autre côté, on a un gars qui est tranquillement posé chez lui, qui a un métier pas trop éprouvant physiquement. C'est clair que la récupération ne sera pas pareille. Il y a premièrement la récupération musculaire. Tu viens de taper une bonne séance cuisse. Tes cuisses sont gorgées de sang, congestion de taureau. Tu nous as fait des bonnes séries cul à terre au squat, 180 kg, un truc de bonhomme. Qu'est-ce qui va se passer généralement? Ce n'est pas une règle absolue, mais généralement ce qui va se passer, c'est que le lendemain, et surtout le surlendemain, on a des bonnes courbatures qui piquent bien là où il faut. Ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on estime qu'à partir du moment où ces courbatures se sont estompées et qu'elles ne sont plus très présentes, notre muscle a assez récupéré pour attaquer à nouveau une grosse séance. Grosse erreur. On oublie souvent la deuxième récupération qui est tout aussi, voire plus importante que la récupération musculaire, qui est la récupération nerveuse. Comme je t'ai dit, t'as tapé la séance de ta vie. Série à l'échec, technique d'intensification, superset, t'as donné tout ce que t'avais. Tu martyrises tes muscles, ok, c'est le but. Mais il y en a aussi un qui est bien martyrisé et qui au bout de sa vie, c'est ton système nerveux. Le problème, c'est que la fatigue nerveuse est beaucoup moins facilement perceptible que la fatigue musculaire. La récupération nerveuse demande beaucoup plus de temps que la récupération musculaire. Tu as fait une séance ultra lourde le lundi, ça n'a aucun sens de refaire une séance jambes très lourde le jeudi, par exemple. Parce que ton muscle a peut-être récupéré, mais ton système nerveux n'est peut-être que même pas la moitié de la récupération dont il a besoin. Et la grosse erreur qu'on a tendance à faire, c'est de sous-estimer cette fatigue nerveuse. La fatigue nerveuse, quand elle s'accumule avec le temps, elle entraîne quoi? Burn-out! Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer mon soir. T'en as marre. Tu veux plus t'entraîner, plus manger diète. Tout ce que t'as envie, c'est de te vider une bonne taille de Jack Daniels, te défoncer et fuck la diète, fuck la muscu. Et généralement, quand ça arrive, le problème est souvent analysé dans un angle trop restreint, trop limité, dans le sens où là, tu te dis, ouais, cette semaine, je sais pas ce que j'ai pas trop envie de m'entraîner, j'ai pas trop le feu, j'ai pas trop la motivation. Les gens oublient d'analyser le problème à une échelle plus grande. Un burn-out qui survient n'est que la conséquence d'une accumulation de fatigue nerveuse. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le shaker de whey. Et donc, pour revenir à ce dont je te parlais, le surentraînement. Tu te doutes bien qu'une personne qui a des journées très stressantes, physiquement, mentalement également, et qu'à côté t'as une personne qui a voilà un rythme de vie plus light, non seulement la récupération musculaire nécessitera davantage de temps, mais il y aura également la récupération nerveuse qui sera plus longue. Et quand tu regardes un programme sur internet, généralement c'est un programme qui provient soit d'un coach ou d'un athlète pro ou alors encore d'un youtubeur ou influenceur, enfin tout ce que tu veux. Mais un élément très important à prendre en compte, c'est que ces gens-là, et moi y compris qui suis en train de te parler, pour la plupart d'entre nous, on vit du fitness. Et dans mon cas par exemple, mes journées consistent à quoi? Je me réveille 7h, 7h30, je me brosse les dents tranquille, je vais au cardio, je reviens, je me lave, je prépare mes repas, je mange, et après ça, qu'est-ce que je fais? Je passe toute la journée assis là comme un con à préparer des programmes alimentaires et des programmes d'entraînement pour mes élèves. Après ça, vers 18h, 19h, je vais à la salle, je fais une séance d'entraînement environ entre 1h et 2h, ensuite je rentre, je travaille encore un peu, je me mate un peu la télé et puis je dors. Donc j'ai un rythme de vie, on va dire, pas trop contraignant dans le sens où je peux placer mes heures d'entraînement à ma guise. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc de ce fait, recopier le programme d'un coach indépendant dont peut ajuster ses horaires à sa guise, ce qui n'est pas ton cas, ça n'a aucun sens. Un autre point, le fruitage. Tu te doutes bien
que ça n'a aucun sens de suivre un programme d'une personne qui, dû à l'usage des fruits, a une récupération 10 fois plus rapide que la tienne. Parce que souviens-toi bien, qu'est-ce que je t'avais dit? Le pouvoir des fruits, c'est qu'ils te permettent de récupérer 10 fois plus vite qu'une personne normale. Dans mon propre cas, quand j'étais sous fruits, bah voilà, je m'entraînais 2 fois par jour, 2 voire 3 fois par jour. Les épaules, je te dis, c'était un très gros point faible. À partir du moment où j'ai pris mes premiers fruits, ben je me suis dit, j'arrête de travailler les bras et je me mets à faire les épaules 4 fois par semaine. C'est un truc de dingue. Mais ça n'aurait aucun sens de dire à un élève qui est 100% bio, ça n'aurait aucun sens de lui dire, bah écoute, moi j'ai fait les épaules 4 fois par semaine, ça a marché sur moi, hein, je trouve que j'ai bien rattrapé mon retard épaule, je pense que tu devrais faire pareil, hein, 4 fois par semaine, c'est ce qu'il faut, hein, rattraper des bonnes épaules. Donc, voilà. Deuxième erreur. C'est une erreur que je vois de plus en plus souvent. Elle est due au fait que, bah, de nos jours, t'as plein d'infos sur internet par rapport à la musculation. Et c'est une énorme richesse. Moi, j'ai pas eu cette chance. Bon, j'ai parlé comme si j'étais un daron alors que j'ai que 23 ans. Mais quand j'ai commencé la musculation en 2010, il y avait quasiment aucun site francophone parlant de musculation. T'avais, je crois, All Musculation juste et Super Physique. Super site d'ailleurs sur lequel j'ai appris énormément à mes débuts. De nos jours, t'as une centaine, des milliers de sites internet, dizaines, des centaines de gars qui font des vidéos comme moi je suis en train de t'en faire là sur YouTube. T'as des livres, t'as des magazines, Instagram, Facebook. C'est une richesse comme je t'ai dit, mais c'est également un grand piège. Un grand piège pourquoi? Bah tout simplement parce que tu es face à un lot d'informations qui est très important. Tu risques de te retrouver perdu parce que toutes ces informations que tu trouves sur internet, il n'y en a pas forcément des qui sont bonnes et d'autres mauvaises, mais il peut, et ça arrive souvent, que des informations présentes sur internet soient complètement contradictoires. Tu regardes une de mes vidéos où je t'explique que quand je suis en sèche, j'applique une diète cétogène, très riche en lipides, modérée en protéines et très bas en glucides afin de faire entrer le corps en cétose. Et comme voilà, le corps est en manque de glucides, il ne peut pas se servir de cette source d'énergie dont le corps raffole, qui sont les glucides. C'est un type de diète qui fonctionne vraiment très bien sur moi, que j'ai pu appliquer sur plusieurs élèves, ça marchait très bien sur eux. Mais il y en a d'autres, ça a été une grosse cata. Et à côté, t'as un de mes confrères, je sais pas, Nassim, Enzo, j'en sais rien, un youtubeur muscu, qui te fait une vidéo, la diète cétogène, ça ne sert à rien. Il n'y en a pas un qui est en tort et un autre qui a raison. C'est juste qu'il y en a un sur qui la diète cétogène, ça fonctionne bien. La diète cétogène est en accord avec les caractéristiques de son propre corps. Et il y en a un autre sur qui la diète cétogène, c'est la cata. De ce fait, l'erreur à ne surtout pas commettre quand tu regardes, ne serait-ce que même ma vidéo ou la vidéo d'un autre, ou que tu te documentes par rapport à différents types de programmes ou de types de diètes, l'erreur à ne pas faire, c'est de considérer toutes ces méthodes, ne surtout pas les considérer comme des vérités absolues. Chacune de ces théories que tu trouves sur internet ne sont aucunement irréfragables. Ce ne sont pas des théories qui ne peuvent être démontées. Un type de régime peut marcher sur une personne, comme dans un autre cas, le même type de régime avec une personne ayant à peu près les mêmes caractéristiques, ce régime ne marchera pas. Toutes ces théories que tu as à ta disposition, tu ne dois pas te limiter à elles. Ce sont des clés, des moyens que tu as à ta disposition qui te permettent d'avoir une vue d'ensemble sur ta pratique. Et tu dois toujours prendre assez de recul pour que tu aies une vision d'ensemble de tous ces clés, tous ces moyens, tous ces programmes, toutes ces méthodes qui sont devant toi, afin que tu puisses y puiser le positif, puiser ce qui marche sur toi, pour y enlever ce qui ne marche pas sur toi. Tu sais, internet c'est un gros foutoir, et toi t'es au-dessus. Mais pour cela, tu dois appliquer. Bah oui, parce que la théorie, c'est bien beau. De nos jours, tu sais, les mecs, ils vont te déblatérer toute une liste de théories, machin. Ils commencent la muscu, t'as presque 10 ans de muscu, les mecs, ils vont limite t'apprendre la vie. Ils sont carrément en train de te dire, pendant 10 ans, t'as fait de la merde, je vais te démontrer par A plus B pourquoi, tonton Zango, tu as fait de la merde, tu as un physique de merde. La théorie, sans la pratique, elle ne vaut rien. Ce que tu vois sur internet, c'est peut-être vrai dans un cas, mais tant que tu ne l'as pas testé, tant que tu ne l'as pas expérimenté toi-même, ça ne vaut rien. Troisième erreur qui est liée à la deuxième dont je viens de parler, les débutants ont tendance à se prendre trop la tête. La troisième erreur, c'est de se focaliser sur le détail avant même de maîtriser les bases. L'autre jour, j'étais à la salle. Je ne citerai pas le nom de la salle parce que c'est une salle commerciale très connue et je n'ai pas envie d'avoir un procès sur le dos. Je vois un coach, t'as deux jeunes qui viennent voir le coach de la salle. On aimerait avoir un entraînement supervisé par vous pour savoir comment développer nos pectoraux. Le coach les emmène dans l'espace musculation pour leur apprendre
comment travailler les pectoraux et avoir des pecs énormes. Le coach les dirige vers la machine pec deck. C'est un exercice d'isolation. Tu attrapes des poignées de part et d'autre et tu ramènes le tout afin de contracter, de bien isoler les pectoraux. Ouais, comme ça, j'ai une bonne lumière. Un exercice d'isolation, c'est un exercice qui va focaliser le travail sur une portion précise du muscle. À l'inverse des exercices composés, des exercices de base qui vont cibler plusieurs groupes musculaires en même temps. Par exemple, quand tu fais du squat, tu travailles à la fois tes jambes, ton dos qui doit se maintenir droit, tes trapèzes parce que tu dois soutenir la barre, tes épaules, tes bras, tes abdos parce que tu dois rester bien gainé afin de garder le dos droit. Tu travailles l'ensemble de ton corps. À l'inverse, quand tu fais du leg extension, tu focalises le travail uniquement sur les quadriceps, donc sur une portion du muscle bien précise. Et du coup, pour revenir à mon histoire, je vois ce coach qui est en train d'entraîner les deux jeunes pendant 30 minutes. Ils étaient toujours occupés sur la machine du pec deck. Et j'ai entendu, il leur a dit, c'est l'un des meilleurs exercices pour avoir des gros pecs. Alors, garçon! La merde comment? La merde! Je ne comprends pas pourquoi ceux ou celles qui débutent ont toujours tendance à avoir peur des exercices de base. Beaucoup de débutants ont tendance à vouloir se focaliser sur le détail et donc, de ce fait, sur l'exercice d'isolation, avant même de maîtriser la base et donc les exercices composés. Coach, moi j'aimerais savoir quels exercices je dois faire parce que j'ai un petit retard pec, enfin j'ai surtout un retard au niveau du haut des pecs. Je pense que le haut des pecs c'est mon point faible. Tout ton corps est un point faible. Alors pourquoi penser que ton haut des pecs est moins développé que le reste, vu que le reste n'est aucunement développé? Connard! Casse-toi! Allez! Je vais plus jamais te voir, dégage! Quelle clette se paye, trou du cul de merde! Il y en a beaucoup, ils pensent que les exercices d'isolation, les machines, c'est fait pour les débutants et que justement les exercices composés sont faits pour les personnes qui ont un niveau plus avancé. Alors que c'est juste l'inverse. Quand tu débutes, tu as besoin de te construire un physique globalement. Tu n'as pas encore assez de niveau pour te focaliser sur un muscle bien précis, sur une portion du muscle bien précise. Tu dois construire une base, tu dois construire les bases solides. Ça vaut à la fois pour ceux qui veulent prendre du poids que pour ceux qui veulent perdre du poids. Déjà pour ceux qui veulent perdre du poids, comme je t'ai dit, un exercice de base va mobiliser plusieurs groupes musculaires. Mais un exercice qui mobilise plusieurs groupes musculaires, qu'est-ce qui se passe? La dépense est plus élevée, donc tu brûles plus de calories. Donc déjà, pour la petite mistinguette qui est en train de te dire Mais non mais moi j'ai pas trop envie de développer trop, j'ai juste envie de prendre un peu du fessier. Tu dois faire des exercices de base, du deadlift, du squat. Les exercices d'isolation ne vont pas te permettre de dépenser assez de calories. Deuxième point, qui vaut à la fois pour ceux qui veulent perdre du poids et pour ceux qui veulent prendre du poids, les exercices de base vont pousser le corps à produire davantage d'hormones. Des hormones de croissance. Et l'une de ces hormones est la testostérone. C'est une hormone produite naturellement par le corps. Mais le fait de pratiquer des exercices lourds, des exercices composés, des exercices de base qui font entrer en jeu plusieurs groupes musculaires en même temps, va stimuler cette testostérone. Et donc le corps va produire davantage de testostérone et d'hormones de croissance. Mais qui dit plus de testostérone dit la trique, oui, plus d'appétit, plus de force, état de bien-être général, parce que ouais, plus tu as de testo, plus ton corps produit de testo, plus tu te sens bien. Et qui dit plus de testo, dit métabolisme qui fonctionne de manière plus efficace. Souviens-toi du métabolisme. Le métabolisme, c'est une machine qui doit fonctionner. Et mieux elle fonctionne, plus tu brûles de gras. Le corps humain, comme je t'ai dit, c'est une machine. Chaque élément travaille en coordination, en symbiose avec les autres éléments. Le corps humain n'est pas un bras, ajouté à un autre bras, ajouté à un pec, ajouté à un autre pec, ajouté à des jambes. Le corps humain est un tout. Donc ce n'est pas naturel de travailler uniquement une partie de son corps, du moins pour le débutant. Entendons-nous bien. T'as des bras énormes, des épaules énormes. Tu travailles quasiment jamais tes abdos, ta sangle abdominale est très faible. Qu'est-ce qui va arriver? Des blessures. Le débutant, il doit d'abord maîtriser la base avant de vouloir passer aux détails. Elles sont toutes liées en fait, toutes ces erreurs que je suis en train de t'énumérer. Parce que la quatrième erreur, c'est de négliger un muscle. Qu'est-ce que je viens de te dire? Le corps forme un tout. Donc, chaque élément doit être traité de la même façon. Parce que ces éléments
s'entraîne en symbiose. Quatrième erreur, négliger la technique. Si tu t'inscris dans une salle de musculation, tu vas très vite entendre une phrase que les gros ont tendance à répéter aux débutants: faut pousser lourd. Cette phrase est à la fois vraie mais également fausse. Fausse, pourquoi? Tout simplement parce que la notion de lourd est très complexe en bodybuilding. Oui, même si tu n'as pas pour ambition de défiler en string sur une scène de compétition, si tu t'entraînes dans l'optique d'améliorer ton esthétique, de prendre de la masse, tu fais du bodybuilding, de la construction du corps, du culturisme. Si ton objectif est d'être mieux esthétiquement, visuellement, tu ne pratiques pas dès lors du powerlifting ou de l'haltérophilie, qui sont deux autres disciplines qui, malgré leur similitude, ont un objectif complètement différent. En powerlifting, quand on parle de lourd, on est sur des histoires de 240, 250, 300 au squat. Là, on n'est pas là pour cuire des patates. Mais en bodybuilding, lourd, ça peut être 120 kg pour un, ça peut être 180 kg pour un autre, ça peut être 80 kg pour un autre. La notion de lourd est beaucoup plus complexe. Quand tu t'entraînes, je t'avais dit, tu casses de la fibre. Mais pour pouvoir casser de la fibre, il faut que le stress qui est imposé à ton muscle soit relativement conséquent. Quand ton muscle s'habitue, tu as deux choix. Soit tu augmentes le nombre de répétitions, soit tu intensifies, ça fait pas deux choses, ça fait trois choix. Soit tu intensifies ton rythme d'entraînement, ou alors tu montes la charge. Mais quand un bodybuilder augmente la charge, ce n'est pas pour satisfaire son ego. Ouais, moi je porte 150 kilos au bench. Le but du bodybuilder est de continuer à infliger un stress relativement conséquent à son muscle afin qu'il se développe. Le bodybuilder s'en fout de pousser lourd. Pousser lourd n'est qu'une conséquence. Ton muscle s'habitue à une certaine charge et que du coup, effectuer 10 répétitions, par exemple à 100 kg au squat, devient pour toi très facile et que du coup ton muscle n'est pas brutalisé, tu comprends que tu dois monter en charge. Mais le but, lorsque tu montes en charge, ce n'est pas d'impressionner la kikou qui est en train de faire son cardio et que tu aurais envie de culbuter après ta séance legs. Donc, si tu ne maîtrises pas la technique sur un exercice, tu ne montes pas en charge. La charge n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'une conséquence. Je préfère voir un mec qui prend 140 kg au squat avec une technique propre en descendant bien la parallèle, dos droit, sangle abdominale bien gainée, plutôt qu'un petit kikou qui va me dire « Nathan, je prends 200 kg au squat !» La première, c'est pour te faire l'action. La deuxième, c'est pour le principe. Et la troisième, c'est parce que jamais de sang. Si tu pousses lourd avec une mauvaise technique, qu'est-ce qui se passe? Tu te blesses. Qui dit blessure dit arrêt de l'entraînement, régression. Qui dit régression dit dépression. Qui dit dépression dit suicide. Ouais, t'es mort parce que t'avais une mauvaise technique au squat. Deuxième conséquence, c'est que tu ne recrutes même pas le muscle efficacement. Donc je préfère voir un gars qui va me faire un bon rowing bien propre en resserrant bien les omoplates et en ciblant bien les dorsaux, plutôt qu'un petit kikou qui va venir et me dire « Oui, Zango, je prends 140 kg au rowing », mais qui prend tout dans les bibis. Oh, mais qui est-ce qui est en train de marceler? Tu as... C'est qui m'appelle encore? Oh là là. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Je suis avec Michael là, il m'a un peu cassé les couilles vite fait. Il a pissé 2 fois, mais j'étais en train de filmer. Il a pissé 2 fois? Il a pissé avant que tu partes et il a encore repissé là, mais moi j'étais en train de filmer, j'ai pas fait attention, tu vois. Du coup j'ai vu en me levant qu'il y avait de la pisse par terre. Donc voilà. Il faut le promener alors chérie. Oui, mais bon, j'étais en train un peu de faire la vidéo quoi. Généralement je le promène au moins 3-4 fois. Ouais. Faut le promener, ça te prend 30, ça te prend 1 minute. Ça a été ta vidéo? Ouais, je suis en train de la finir là. T'as pu les installer en main? Ouais, j'ai vu, t'as bien poussé, c'est bien. Ouais. À un moment donné, j'ai eu un peu une baisse de motivation parce que t'étais pas là et que quand t'es pas là, ça me motive un peu moins, mais ça m'a motivé quand même à pousser. Ouais, mais demain, je fais boxe taille, chérie. Ouais, je sais, tu vas te faire péter la gueule. Ça, je vais me faire avoir. Mais je sais pas comment je dois m'habiller. Je te dis ça toi après parce que je dois finir une scène là. Ok, chérie. Ouais. Je rentre maintenant, enfin, je serai là dans 30 minutes. Quoi. Ok, à l'aise. Ok. T'auras fini, toi?
Ouais, j'en ai déjà fini. Ok chérie, à toutes. À toutes. Et Oh, Maiko Couille. Alors, je vous présente Maiko. Non, arrête, fais un timide. Bon, c'est la première fois qu'il est devant une caméra, donc il n'ose pas regarder la caméra. Ne sois pas timide, Maiko. Dis bonjour. Dis bonjour aux alphas de tonton Zango. Bon, on l'appelle Maiko, enfin, ça vous l'appelle Maiko. Moi, je l'appelle la couille. La couille. Alors, tu sais pourquoi je l'appelle la couille? Parce que, comme tu peux le voir, il est très petit. Quand il est arrivé chez nous, il avait une toute petite tête, toute minuscule. Sa tête était tellement petite que je disais, putain, on dirait une couille. Du coup, voilà, j'ai commencé à l'appeler la couille. Ouille. Elle est ouille. Ah ouais, j'ai oublié de te dire, Saro, elle a sorti une vidéo, franchement, sur son parcours très émouvant, très motivant. Je t'invite, si tu me soutiens, va soutenir, si tu soutiens tonton Zango, va soutenir Tati Zango. Là, je vais être obligé d'arrêter la vidéo. On ne me voit plus, du coup la mise au point ne se fait pas. La mise au point ne se fait plus. L'appareil ne détecte plus mon visage. Les sales racistes dans ton genre, ok? La vidéo est finie, hein? Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu me lâches un petit commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir. Comme je t'ai dit, hein, merci à chacun d'entre vous de me soutenir, ça me fait énormément plaisir. Un petit like, un petit partage, et on se retrouve semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne séance, bonne soirée, bonne journée, et on se retrouve prochainement. Allez, salut!